Alors, je voudrais me tourner vers Monsieur le ministre. Aujourd'hui, et on le comprend très bien, le gouvernement, mais déjà le gouvernement de transition avait choisi de le faire, de prendre des mesures d'urgence aujourd'hui d'aide sociale. Et quand on regarde l'économie tunisienne, je parle sous votre contrôle, c'est Mohamed, il me semble qu'en matière de protection ou d'aide sociale, dans le budget de l'État, on est aux alentours de 250 à 300 millions de dinars de budget, alors que la compensation, donc la caisse générale de compensation, son niveau d'intervention est de peut-être 2 ou 3 200. Voilà. Ça c'est direct. Donc aujourd'hui, la question est de savoir, au-delà du fait que bien entendu ces mesures sont aujourd'hui nécessaires et vont vers et aident à l'apaisement du climat social, est-ce qu'aujourd'hui on doit favoriser des mesures sociales de lutte contre le chômage ou des mesures économiques en faveur de l'emploi? Quel est le choix aujourd'hui finalement, au-delà de la situation d'aujourd'hui? Le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est d'abord un choix social. Aujourd'hui, le budget complémentaire, la loi de finances, on a prévu 1000 millions de dinars pour le développement régional et pour donner de l'espoir. C'est vrai que ce qu'a dit Haddad, c'est aujourd'hui l'économie ne peut pas, aujourd'hui on ne peut pas espérer avoir 5, 6, 7% pendant les 2 prochaines années. Aujourd'hui, c'est le plus important, c'est d'encadrer les populations les plus précaires et qui sont le plus susceptibles de provoquer des troubles, parce que les troubles, ce ne sont pas actuellement, au jour d'aujourd'hui, les personnes qui travaillent, mais c'est plutôt ceux qui sont à la recherche de l'emploi ou qui ne peuvent pas trouver de travail. Donc c'est ça, il faut les rassurer, il faut les encadrer. Il y a un programme, on a rajouté 50 000 nouvelles familles nécessiteuses. On a relevé un peu, ce n'est pas énorme maintenant, l'indemnité de 100 dinars par mois, c'est 3 fois rien, mais en tant que volume global, c'est très important. Nous avons actuellement 235 000 familles qui bénéficient d'une aide mensuelle avec une couverture soins. Ce n'est pas négligeable, ça a un coût. Ça reste certainement insuffisant. Nous avons d'autres volets qui sont le logement social qui va permettre un peu de relancer le bâtiment avec 30 000 logements sociaux. Ça va donner du travail pour les ouvriers du bâtiment et pour les investisseurs. Donc ça, c'est des mesures qui sont des mesures d'urgence et qui ne vont pas suffire. Mais c'est ce que permet le budget. Nous avons quand même tenu à ce que le déficit ne dépasse pas, et on espère qu'il ne dépassera pas 6,5. Donc ça, c'est important sur le plan des équilibres macroéconomiques et ce sont des exigences de la finance internationale. Donc ça, nous sommes donc devant un dilemme et un challenge entre dépenser dans le social, mais ça ne permet pas la création d'emplois, et stabiliser socialement le pays afin de relancer l'investissement. Et c'est ça la difficulté, et c'est là où le rôle du partenariat public-privé qui est le plus important. Et effectivement, actuellement, nous sommes sur une réforme de la législation afin d'ouvrir le champ aux investisseurs et à ce partenariat pour s'épanouir, pour permettre une nouvelle vision. Donc nous sommes à la croisée des chemins et ce n'est pas facile. Donc si on veut revenir au terme principal, c'est le contrat social. Le contrat social aujourd'hui, c'est ce qui permet de stabiliser socialement le pays, du moins dans l'entreprise. D'accord. Alors, en même temps, aujourd'hui, l'entreprise jusqu'à nouvel ordre a toujours été conçue comme un système économique fermé et dont l'objectif c'est de maximiser les profits. Est-ce qu'aujourd'hui, et là je pose la question aussi aux chefs d'entreprise, est-ce que quand on dit qu'il faut changer de modèle, est-ce que l'entreprise aussi est concernée aujourd'hui par ce changement de modèle, pas uniquement au sens donc de
de sa compétitivité, mais aussi de son positionnement par rapport à la société. Et cela pose la question de la responsabilité sociale de l'entreprise et de son rôle envers la société, mais aussi envers la vie de la cité. Donc, comment est-ce qu'on peut concevoir ce nouveau, je dirais, cette nouvelle forme d'implication de l'entreprise dans la cité, et comment l'UTICA, par exemple, envisage ce nouveau, je dirais, cette nouvelle manière d'être de l'entreprise. Je reviens en fait à ce que j'avais dit tout à l'heure, pour dire qu'il s'agit d'ancrer un changement de mentalité. Le chef d'entreprise doit intégrer dans sa logique une répartition, une nouvelle répartition des résultats, un intéressement du personnel. C'est une façon, quelquefois aussi, on a connu au-delà des négociations sociales, les négociations qui ont lieu entre patronat, UTICA, patronat et syndicats et tripartite avec le ministère des Affaires sociales, qui a eu comme impact, par exemple, les augmentations de 5% au cours de l'année 2011. Au-delà de ces augmentations un peu convenues, il y a eu, au cas par cas, des mouvements sociaux au sein de certaines entreprises pour réclamer davantage. Et plein d'entreprises ont trouvé une solution pour dire « j'ai pas les moyens de vous augmenter, néanmoins, si on établit un contrat gagnant-gagnant pour dire « je n'ai pas de tout vous donner ces augmentations, néanmoins, si on a un gain de productivité, si on améliore nos performances, si on accepte une certaine façon d'avoir une flexibilité, d'adapter, quelquefois, il ne s'agit pas, la flexibilité n'est pas toujours péjorative, c'est adapter les moyens aux besoins du marché. Et ça peut être de manière intelligente sans affecter, parce que on voit par exemple dans certaines activités, pour l'histoire de la flexibilité, comme la conserverie, on connaît l'histoire ces jours-ci d'une conserverie au GEF, où l'activité elle dure 2 mois, et des gens qui ont travaillé 2 mois veulent être confirmés dans l'entreprise. Donc du coup l'entrepreneur a fermé l'entreprise parce que entre confirmer des gens pour ne rien faire pendant 12 mois, pendant 10 mois de l'année et fermer, autant qu'ils ferment tout de suite. Donc, pour revenir un peu, l'implication, l'intéressement du personnel dans les résultats peut être une façon d'améliorer leur salaire, d'améliorer leur rémunération. Le changement de mentalité également qui est attendu au niveau des syndicats, c'est qu'ils se mettent en tête que l'entreprise doit être profitable et doit être rentable, parce qu'il s'agit, les bénéfices ne servent pas uniquement à rémunérer les capitaux, ne servent pas uniquement à distribuer des dividendes, ils ne servent pas uniquement à récompenser le mérite du chef d'entreprise, mais ils servent également à développer l'entreprise, à la pérenniser, à migrer vers de nouvelles technologies, à recruter de nouveaux talents et donc à créer de nouveaux emplois. Donc, s'il y a une entente et un accord pour migrer ensemble vers ce genre de raisonnement, tout le monde s'en sort gagnant et il ne peut en découler qu'une création de nouveaux emplois et une création de nouvelles richesses. Quelque chose à rajouter sur le sujet? Juste un mot, mais avant, ce qu'avait dit M. le ministre, c'est vrai, le gouvernement a des moyens très limités et le social est extrêmement important. Il fallait ajouter tout juste un petit quelque chose, mais ce qui est important, c'est les signaux forts pour mettre les agents économiques en confiance. C'est ça. Maintenant, si je reviens à l'entreprise, l'objectif, nous, quand on enseigne l'économie, on dit que l'objectif de l'entreprise, c'est de faire des profits. Faire des profits, ça c'est clair. Autrement, les autres objectifs ne sont pas très clairs, on ne peut pas les évaluer. Mais alors, j'ajoute tout simplement ceci. Faire des profits, d'ailleurs, faire des profits pour pouvoir investir, c'est pas nécessairement mauvais, c'est la fonction essentielle d'une entreprise privée. Mais alors, j'ajoute une chose tout simplement, en respectant ce qui existe, la législation. La législation à la fois sur le plan environnemental et sur le plan fiscal, sur tous les plans. Or, souvent, ceci n'est pas respecté. Mais si on respecte, si une entreprise
respecte la législation en vigueur, sachant que la société civile, si par exemple on touche à un environnement, la société civile va bouger, effectivement, pour qu'on respecte cela. Qu'elle fasse des profits, mais c'est sa fonction essentielle. Où est le mal, là? Je ne le vois pas. Sincèrement, je ne le vois pas. Elle est faite, et quelqu'un qui investit, c'est pour faire des profits. To make profits. And that's all. Très bien. En respectant la réglementation en vigueur. Ça a l'avantage d'être clair. Alors, Monsieur le ministre, après la révolution en Pologne, le dialogue social a été carrément formalisé dans la constitution polonaise. Ça veut dire qu'il a été clairement établi et aujourd'hui devenu constitutionnel d'une certaine manière. Est-ce qu'aujourd'hui, cette idée fait son chemin en Tunisie, au sein des partis? Est-ce que Takatel serait aujourd'hui preneur d'aller jusqu'à formaliser ce qui était d'une certaine manière un peu, comme vous l'avez dit au tout début de ce débat, un peu accaparé ou centralisé par le pouvoir, essayer de le formaliser de manière à le pérenniser? Vous vous adressez à quelqu'un qui est membre d'un parti social-démocrate. Donc la réponse va de soi. Bien que ce ne soit pas, au gouvernement de s'occuper de la Constitution, c'est à l'Assemblée nationale constituante et c'est aux partis politiques et aux groupes parlementaires. Donc je pense que les droits sociaux et, entre autres, la négociation doit figurer dans le préambule et dans les droits fondamentaux en Tunisie. Ceci dit, le gouvernement vient de donner son accord pour signer la Convention internationale du BIT concernant le dialogue social. Deux conventions dans le secteur du dialogue social tripartite en général et le dialogue social dans la fonction publique. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi l'ancien régime ne l'a jamais ratifié alors qu'il a pratiqué. En réalité, ça se pratiquait, mais ça n'a jamais été ratifié. Donc on vient de signifier au BIT notre désir de ratifier les deux conventions et c'est une avancée importante et je pense que les députés à la Constituante vont certainement aborder ce sujet avec beaucoup d'intérêt et je pense que les droits sociaux vont figurer en bonne place dans la Constitution, d'autant plus que l'UJTT a présenté un projet de Constitution et sa vision des droits sociaux a été présentée à la commission du préambule, je pense, il y a une quinzaine de jours. Très bien. On va finir sur la question de la responsabilité sociale des entreprises. J'aimerais me tourner vers Meher Khalel. Quelle a été ton expérience? Tu fais toujours partie donc, aussi du conseil d'administration d'un grand groupe tunisien. Quelle est ton expérience de la responsabilité sociale de l'entreprise, de son implication, je dirais, au-delà de la réglementation ou du respect de la réglementation en matière sociale, environnementale ou fiscale, l'expérience de ce groupe vis-à-vis de son engagement auprès de ses employés? Comment tu as vécu cette expérience? En fait, je dirais que tout ce qu'on vient de dire au niveau du profit revient à une notion fondamentale dans l'ancien pacte social. Malheureusement, lorsqu'on a un régime qui devient de plus en plus mafieux, la richesse et le profit deviennent synonymes de corruption et d'exploitation sociale. La richesse aux États-Unis, lorsque vous êtes riche, c'est parce que vous avez bien travaillé. On considère que quelqu'un qui s'enrichit, c'est quelqu'un qui mérite de s'enrichir parce que l'entreprise aux États-Unis, en général, suit les lois et s'enrichit, fait un profit, et tous les autres font de profit suivant quelque chose de légitime. Donc la problématique, c'est de passer à une légitimité. Une légitimité. Au début des années 70, on avait ce problème. C'est-à-dire qu'on considérait que tout signe de richesse était un signe d'exploitation sociale. Ensuite, ça s'est atténué et ça a repris les dernières années avec l'augmentation de la corruption. Aujourd'hui, le PDG de Poulina
juste après la Révolution, a dit voilà, je vais mettre un mail, une boîte de réclamation spécifique pour que vous me passiez toutes vos idées. Avant la Révolution, on recevait 2 à 3 idées pour améliorer par an. Je vous assure que l'année après la Révolution, on a reçu des centaines de suggestions. Donc c'est ce changement de mentalité qui considère qu'aujourd'hui, c'est quoi une entreprise? C'est finalement toutes les forces vives de l'entreprise, c'est pas le patron. Dans la notion de gouvernance, la notion de gouvernance implique que, en fait, la décision, de toute façon, que la pyramide est inversée, c'est-à-dire finalement un patron ne peut réussir que ce sont les interfaces avec l'extérieur, les commerciaux, les ouvriers qui font la richesse de l'entreprise. Lui n'est qu'un coordinateur. Donc, on a travaillé pour dire, en fait, les cadres du groupe en sont la richesse. Et contrairement à ce qui s'est passé, aucun cadre du groupe Polynial n'a posé de problème. Il y a eu des augmentations qui ont été données aux salariés, aux employés beaucoup plus importantes que ceux des cadres, et les cadres l'ont accepté. Parce qu'on dit, on va travailler dans une nouvelle règle de jeu dans laquelle vous allez créer la richesse. Et je vous assure que ça, maintenant, ça marche. On n'a pas de problème avec on a beaucoup de problèmes par contre avec certains ouvriers dans certaines régions du pays où ça a suivi un mouvement social et à la limite de la manipulation. Réellement, il y a eu une certaine manipulation. Et là, on a senti de certaines forces extérieures au niveau des employés, et d'ailleurs qui avaient une confusion d'ailleurs pour certains entre le fait qu'on soit une grande entreprise et qu'on ne soit pas une entreprise étatique. D'ailleurs, ils pensaient que certains nous disent non, ça c'est le bien de la société, c'est pas votre bien. Non, il y a une confusion, je crois, à partir de certaines tailles. Mais il y a un facteur essentiel auquel je veux passer réellement un message. Si on change les règles du jeu et que les règles sont mises de manière claire, eh ben, l'entreprise change et la société change. Merci. Alors avant de passer donc à la réaction de la salle, peut-être un petit mot pour dire... Moi, je n'ai pas ajouté beaucoup de choses, c'est tout juste pour reprendre cette idée au sein de l'entreprise et le dialogue au sein de l'entreprise. Bien sûr, le dialogue et l'intéressement, et ça peut être, c'est une cellule vivante qui peut évoluer rapidement. Et par conséquent, ceci est une piste qui peut donner beaucoup à la Tunisie, je pense. Nefa. Quelque chose à rajouter? Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous aimeriez dire en cette fin de débat? Ce que on pourrait rajouter, on n'en a pas parlé, c'est la formation professionnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'une révision de la formation professionnelle qui est insuffisante. On a beaucoup de chômeurs, certainement, mais beaucoup d'entreprises, ils cherchent sur le marché, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Certains métiers beaucoup de métiers ont été dévalorisés. Et entre autres, c'est le coût aussi du salaire. Et là, c'est une révision déchirante qu'il faudrait faire. Et elle est nécessaire aujourd'hui. Là, vous... Oui, là, si Mohamed dit, je dois réagir. Alors, laissons si Mohamed réagir. Non. C'est-à-dire que tout simplement, c'est vrai, j'adhère à la question de la formation. Et d'ailleurs, nous avons un refond de réforme profonde au niveau de l'enseignement, la formation et l'innovation. Mais je dis, ce n'est pas vrai que toujours on nous explique le chômage par l'inadaptation entre la formation et le tissu industriel. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises. Il n'y a pas suffisamment d'investissement privé. C'est un déficit d'investissement privé. C'est l'investissement privé qui crée les entreprises. C'est la création d'entreprises qui crée la richesse, qui génère les emplois. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a des milliers de diplômés pour lesquels on ne peut pas proposer d'emploi à cause de ce qu'ils ont comme formation. Et donc, il faudra certainement les recycler. Une nouvelle formation pour pouvoir trouver un emploi. Alors, ce n'est pas possible que tous les
tous les maîtrisards d'arabe soient recrutés comme enseignants d'arabe. Donc il faudrait qu'il y ait une adéquation. Si Mohamed, mettons ça sur le compte du court terme, de l'immédiat, du court terme et du moyen terme. Ce que je veux justement, je voulais ajouter une chose. Parmi les points que nous jugeons essentiels dans le pacte social, dans ce contrat social, ça concerne le syndicat. Nous pensons que toutes les réformes qui sont à mener, qui sont impératives pour sortir notre pays de cette situation, les réformes de l'enseignement, les réformes de l'administration, les réformes de la formation professionnelle, toutes ces réformes suscitent toujours certaines remises en cause d'acquis et soulèvent du corporatisme, des réactions corporatistes qui empêchent l'aboutissement de ces réformes. Nous considérons que l'UJTT est la seule force politique, la seule force qui puisse avoir le courage de faire aboutir ces réformes-là. Nous considérons aussi que, parlant par exemple des zones déshéritées, on n'ose pas honnêtement parler de vérité, que ce n'est pas uniquement l'absence d'infrastructures dans certaines zones qui est à l'origine du manque de développement. Il faut avouer aussi qu'il y a un problème de mentalité à laquelle il faut s'attaquer. Et on ne voit pas aujourd'hui une force politique capable de soulever ce point-là. On ne voit pas le gouvernement en mesure de le soulever, on ne voit pas l'opposition en mesure de le soulever, on ne voit pas le patronat en mesure d'en parler, parce que je connais plein d'entreprises qui se sont implantées à Sidi Bouzid et à Kérouan et à Gafsa. Ils ont délocalisé et ont laissé des bâtiments vides, flambant neufs, qui attendent des gens pour s'y installer. Donc, seul l'UJTT, avec sa légitimité, peut avoir le courage et doit avoir le courage d'aborder ça. Une vérité absolue, c'est que la bonne volonté ne suffit pas. Il faut que les gens retroussent leurs manches. Ce n'est pas ni la législation, ni la Constitution, la nouvelle Constitution, ni les fonds qui peuvent affluer. S'il n'y a pas de changement de mentalité, que les gens se mettent au boulot, et ça, là aussi, le syndicat a sa place, a une place leader pour faire cet effet d'entraînement et aborder des questions que beaucoup de gens n'osent pas aborder. Un défi à la société civile, oui. Voilà, je voulais dire que ce n'est pas seul le GTT, c'est toute la société civile. Et les partenaires sociaux et les autres qui sont là. Parce que finalement, qu'est-ce qu'une société? Le nouveau rôle de la société civile dans le nouveau pacte social, c'est que c'est un agent de transformation du social. Parce qu'il rend la politique plus légitime et la démocratie plus participative. C'est à travers ce processus de dialogue entre les partis. Finalement, le contrat social est un contrat de confiance. C'est un contrat de confiance, et le signe et la mesure de la confiance, c'est la qualité du dialogue. S'il y a un dialogue social entre les partenaires sociaux, les partenaires économiques, les autres forces de toute la société, les professeurs, les étudiants, comme ça, le dialogue aboutit nécessairement à de nouvelles solutions innovatives. Je ne vois pas comment on peut innover si on ne dialogue pas. Et je crois que si j'ai un message à passer, c'est faites tous partie de ce dialogue. Je crois qu'on va finir sur le débat et donc donner la parole à la salle.